Bonjour, bienvenue à la présentation de cette nouvelle capsule qui concerne le titrage d'une base faible par un acide fort. Donc, c'est le cas numéro 4. Ça va terminer la partie de titrage potentiométrique. Il va nous rester à voir le rôle des indicateurs colorés. Donc, si vous avez déjà bien compris comment fonctionnait le titrage acide fort, base forte, acide fort et acide faible par base forte, ben, la suite logique, là, ça ne devrait pas être tellement compliqué de comprendre le titrage base faible par un acide fort. Donc, je vous amène au PowerPoint. Donc, on voit ici, c'est le cas numéro 4, titrage d'une base faible par un acide fort. Vous avez le schéma qui représente le titrage. J'ai pris comme exemple de base le C5H5N avec une concentration de 0,6 molaire. Et j'ai pris comme titrant un acide fort, le HBr 0,2 molaire. Donc, je vais prendre n'importe quelle base faible ou n'importe quel acide fort. Les démarches vont être sensiblement les mêmes d'un cas à l'autre. Le volume d'analyte que j'ai utilisé, c'est 20 millilitres. Donc, on va étudier ce qui se passe dans notre milieu réactionnel à différents moments du titrage pour avoir le maximum d'informations sur la courbe de titrage. Donc, les informations que j'ai pour partir le problème, j'ai la concentration de mon analyte dans ce cas-ci qui est de 0,6. J'ai la concentration de mon titrant qui est de 0,2. Le volume d'analyte, c'est 20 millilitres. Le volume au point d'équivalence, on ne l'a pas pour le moment. On n'a pas non plus le volume au point de demi-neutralisation. Et on se rappelle que souvent, pour trouver une des informations manquantes, on va devoir utiliser la formule N2C1V1 est égal à N1C2V2. Donc, pour utiliser cette formule-là, il faut avoir l'équation balancée que j'ai écrite ici. Donc, j'ai une réaction entre un acide fort et une base faible. La base va capter un H+, de sorte que je me retrouve avec du C5H5NH+, plus Br-. Comme j'ai déjà mentionné, là, le H qu'on ajoute, là, on peut le mettre à la fin. C'est souvent ce qu'on fait. Donc, C5H5NH+. Mais on aurait pu les regrouper ensemble, dire du C5H6N+. Donc, l'important, c'est de mettre un H et un plus. Par convention, on le met souvent à la fin pour montrer le caractère acide de cet hydrogène-là. Donc, on plug nos chiffres dans notre formule. Donc, je suppose dans ce cas-ci que le HBr, c'est mon composé 1. Le C5H5N, c'est mon composé 2. De sorte que mon coefficient stéchiométrique 2, c'est le coefficient qui est ici, c'est 1. Concentration de mon HBr, c'est 0,2. Volume du HBr, on se rappelle que la formule qu'on utilise nous permet de trouver le volume au point d'équivalence. Donc, dans ce cas-ci, je ne l'ai pas. Coefficient stéchiométrique du HBr, c'est 1. Concentration de la base, 0,6. Et volume de la base que j'utilise, c'est 20 millilitres. On plug ça, donc on se retrouve avec un volume au point d'équivalence de 60 que je vais aller plugger ici. Et on se rappelle que le volume de demi-neutralisation, c'est la moitié du volume au point d'équivalence. Donc, dans ce cas-ci, ça va être 30. Donc, vous avez ici le résumé de mes 5 informations. Concentration de l'analyte, concentration du titrant, volume au point d'équivalence, volume au point de demi-neutralisation et mon équation balancée entre mon titrant et mon analyte. Donc, on va déterminer le pH à différents moments dans mon milieu réactionnel. Donc, vous voyez ici où est-ce qu'il y a mon Erlen. Donc, on va déterminer, comme dans les autres cas, le pH avant le début du titrage, le pH un petit peu après le début du titrage. Donc, dans ce cas-ci, ça va être 1 millilitre. Le pH au point de demi-neutralisation, dans mon exemple, ça va être 30 millilitres. Un petit peu avant le point d'équivalence. Donc, on va aller dans ce cas-ci à 59 millilitres. Au point d'équivalence, ici, ça va être 60. Un petit peu après le point d'équivalence, donc 61. Et on va aller très loin après le point d'équivalence. Donc, j'ai pris arbitrairement 100 millilitres de titrant. Le graphique qu'on va faire, donc même axe des X, même axe des Y que les autres fois. Donc, pH sur l'axe des Y, volume de titrant sur l'axe des X, donc le volume en millilitres. Mon échelle de pH va être entre 0 et 14. Et j'ai pris les volumes pour que ce soit le plus efficace possible. Donc, avant le début du titrage, un peu après le début, au point de demi-neutralisation, un peu avant le point d'équivalence, au point d'équivalence,
un peu après le point d'équivalence et très, très loin après le point d'équivalence. Donc, je me suis organisé pour que mon volume au point d'équivalence soit dans le centre de mon graphique et mon point de démilitarisation à peu près au quart du graphique. On commence le titrage. Donc, on va mesurer maintenant le pH avant l'ajout de titrant. Donc, qu'est-ce que j'ai dans mon milieu réactionnel? Mais j'ai uniquement la base faible, donc 20 ml de C5H5N, 0,6 molaire. Donc, c'est une base faible. Donc, comme je n'ai pas de changement de volume, ma concentration reste à 0,6 molaire. On se rappelle que lorsqu'on a une base faible et on veut calculer le pH, on met la base faible dans l'eau parce que c'est une base de Bronsted-Lowry. Donc, comme c'est une base, il va capter un H+ de l'eau, de sorte qu'il va me rester du C5H5NH+, et il va me rester l'ion hydroxyde à la fin. On fait notre tableau IRE. C'est ici, en utilisant des variables X, étant donné que j'ai deux flèches. Donc, j'ai mis deux flèches parce que les deux sont faibles. Donc, acide faible et l'eau, dans ce cas-ci, joue le rôle d'un acide faible. Comme je vais partir avec ma base, bon, j'ai besoin d'utiliser le KB du C5H5N que j'ai pris dans votre tableau, donc il vaut 1,8 fois 10 à la moins 9. On isole le X, donc dans ce cas-ci, le moins X peut être enlevé. Donc si on suit les critères pour retirer des plus X des moins X. On se retrouve avec une valeur de X de 3,29 fois 10 à la moins 5 qui correspond à notre valeur de OH-. On le voit ici. Donc, on peut trouver notre pOH en faisant moins log des OH-. Donc, un pOH de 4,48. Et on se rappelle que pH plus pOH, ça donne 14. De sorte que notre pH, dans ce cas-ci, vaut 9,52. Ce qui est logique, étant donné qu'on est dans un milieu basique. Donc, il faut qu'on soit en haut de 7. On va aller mettre cette valeur-là sur notre graphique. Donc, un pH de 9,52 qui est à peu près à cet endroit-là. Donc, on commence le titrage en ayant un pH basique avant d'avoir mis des gouttes d'acide fort. On va aller voir maintenant ce qui se passe tout de suite après le début. Donc, on va aller après 1 ml de titrant. Donc, qu'est-ce qu'on a dans notre solution? On a deux choses. On a 20 ml de base faible, 0,6 molaire. On a 1 ml d'acide fort, 0,2 molaire. Donc, j'ai identifié mes substances, base faible, acide fort. On se rappelle que les substances fortes, on les dissocie tout de suite. Donc, j'ai H+, Br-. H+, on se rappelle que c'est un acide fort, pour forte, là, acide fort. Et B-, c'est un ion neutre, étant donné que c'est un anion qui provient d'un acide fort. On trouve nos nouvelles concentrations en faisant C1V1 est égal à C2V2, C1 qui est 0,6, V1 qui est 20, V2 qui est 21 pour la base, C1 qui est 0,2, V1 qui est 1 et V2 qui est 21 pour l'acide. De sorte que j'ai 0,571 mol par litre de base et 0,010 mol par litre d'acide. Pour simplifier les calculs, on va regarder seulement ce qui affecte mon pH. Donc, dans ce cas-ci, la base faible et l'acide fort. Donc, l'ion neutre, on n'en tient pas compte. De sorte que ce qui m'intéresse, c'est le C5H5N et le H+. Dans ce cas-ci, les deux vont réagir ensemble parce qu'un acide et une base, ça réagit. Et on commence par le plus fort, mais dans ce cas-là, ça n'a pas d'importance. On a indiqué nos deux concentrations. On a notre équation balancée entre les deux. Donc, comme c'est une base, ça va capter un H+. Donc, il va nous rester du C5H5NH+. On va transposer nos deux concentrations pour faire notre tableau IRF, ici. Le plus petit des deux va disparaître. Donc, juste vous mentionner, là, à cette étape-ci, je n'ai pas encore une solution tampon parce que j'ai uniquement, c'est la base faible et l'acide fort. Donc, ce n'est pas un cas où je peux prendre l'équation de Anderson-Hasselbalch tout de suite. Donc, on fait réagir le plus petit des deux. Donc, on fait disparaître le 0,010 de chaque côté. On le fait apparaître du côté des produits. Donc, on se retrouve avec 0,561 de base et 0,01 mol par litre d'acide. Donc, qu'est-ce qui nous reste dans notre solution? Il reste un acide faible et une base faible avec leurs concentrations respectives. Donc, à cette étape-ci, comme on a vu au début du chapitre 6, on a trois façons de résoudre. Donc, soit on met l'acide dans l'eau, donc le C5H5NH+, qu'on fait réagir dans l'eau. On fait réagir la base dans l'eau.
ou on se rend compte que c'est une solution tampon et on utilise l'équation de Henderson-Hasselbalch. Donc, pourquoi on ne fait pas réagir l'acide faible avec la base faible ensemble? Bon, on a vu que si on fait ça, bien, on va tourner en rond, donc on ne sera pas en mesure de rien résoudre. Donc, c'est pour ça qu'on fait intervenir l'eau, soit avec l'acide ou avec la base. Donc, je vais vous montrer les trois cas. Donc, si on fait réagir l'acide avec l'eau, donc l'acide libère un H+, il donne à H2O, de sorte qu'il me reste ma base faible et mon ion H3O+. On met nos concentrations qu'on vient de trouver. On fait notre tableau IRE, comme c'est ici. Et comme mon réactif, c'est l'acide, donc ce que je vais devoir utiliser pour résoudre, c'est le Ka de cette réaction-là, donc le Ka de C5H5NH+, que vous allez pouvoir trouver dans votre tableau des Ka-Kb. Donc, dans ce cas-ci, le Ka vaut 5,6 fois 10 à la moins 6. On isole le X. Donc, dans ce cas-ci, le moins X et le plus X peuvent être enlevés, là, donc selon les critères qu'on a déjà vus. On se retrouve avec un X de 9,98 fois 10 à la moins 8. Dans ce cas-ci, le X correspond à nos H3O+. Donc, on le voit, là, le X est le même. Donc, on peut trouver directement notre pH avec cette méthode-là. Donc, moins log de H3O+. Donc, moins log de 9,98 fois 10 à la moins 8. Ce qui nous donne un pH de 7. Okay? Donc, ça ne donnera pas toujours un pH de 7 là, dans ces exemples-là, là, mais dans ce cas-ci, ça donne que c'est un pH de 7. Est-ce que ça veut dire que ce n'est pas dangereux parce que le pH de 7? La réponse, c'est non. Là. Vous avez quand même des espèces qui ne sont pas nécessairement digérables. Donc, avec la méthode de l'acide dans l'eau, ça me donne un pH de 7. On va utiliser la deuxième méthode, montrer que ça donne la même chose. Donc, je pars avec ma base, je la mets dans l'eau. Donc, comme c'est une base, il capte un H+, de sorte qu'on libère l'ion OH- et l'acide conjugué. On met les concentrations qu'on a trouvées dans notre milieu réactionnel. On fait notre tableau IRE. Comme on est parti avec la base dans cet exemple-ci, il va falloir utiliser le Kb du C5H5N, qui vaut 1,8 fois 10 à la moins 9. On isole le X, donc plus X moins X sont négligeables dans ce cas-ci. On se retrouve avec un X de 1 fois 10 à la moins 7. Votre X correspond à vos OH-, ici. Donc, on trouve notre POH en faisant moins log de 1 fois 10 à la moins 7, ce qui nous donne un POH de 7. Et on sait que pH plus POH donne 14. Donc, notre pH vaut 7, comme dans la méthode numéro 1. Troisième méthode qui est plus facile. Donc, on se rend compte qu'on est en solution tampon. Donc, on prend la formule de Henderson-Hasselbalch, pH égale à pKa plus log de base sur acide. Le pKa, donc celui du C5H5NH+, donc c'est toujours le pKa de l'acide. Le pKa d'une base, ça n'existe pas. Donc 5,25 plus le log de la concentration de la base sur la concentration de l'acide. On arrive à la même réponse que dans les deux méthodes de résolution précédentes, un pH de 7. Donc, on va mettre ça dans notre graphique. Donc, qu'est-ce qu'on observe dans ce titrage-là? Donc, on voit qu'au début, il y a une descente quand même assez rapide du pH. Et donc, dans le cas où les deux étaient forts, là, acide fort, base forte, base forte, acide fort, là, le pH était plus constant. Lorsqu'il y a un des deux qui est faible, là, donc il y a soit une descente rapide ou une montée rapide là, dans le titrage précédent. Donc, au début du titrage, on descend rapidement. Et on a déjà une solution tampon rendue ici. Pas parce que le pH est de 7, mais parce qu'on a en présence l'acide faible et sa base conjuguée. Donc, c'est ce qui explique qu'on est en présence de solution tampon un petit peu après le début du titrage. Donc, on n'était pas au début, et aussitôt qu'on a mis quelques gouttes, on est rendu en solution tampon. Donc, on va aller voir maintenant ce qui se passe à 30 ml, donc au point de demi-neutralisation. Donc, dans notre solution, on a maintenant deux choses. 20 ml de base, 30 ml d'acide. On identifie nos substances, donc base faible, acide fort. On dissocie les forts. On identifie nos substances. Acide fort, ion neutre. On trouve nos nouvelles concentrations. Donc, notre volume final maintenant est rendu de 50 ml. Donc, on fait C1V1 est égal à C2V2, autant pour la base que pour l'acide. On arrive à 0,24 pour la base, 0,12 pour l'acide. On observe que la concentration de l'acide est la moitié de la concentration de la base, ce qui est tout à fait logique. Donc, c'est ce qu'on voulait, étant donné qu'on est au point de demi-neutralisation.
Donc, si ce n'était pas le cas, c'est parce qu'on a fait une erreur à quelque part. C'est ce que j'indique ici. On est au point de demi-neutralisation. Donc, l'attitrant est à la moitié de la concentration de l'analyte. Donc, qu'est-ce qui impacte sur notre pH? Donc, on a la base faible et l'acide fort avec leurs concentrations respectives. Donc, on fait réagir les deux. Comme il y a un des réactifs qui est fort, on met une seule flèche. On fait notre tableau IRF. Donc, on fait disparaître le plus petit des deux. Donc, dans ce cas-ci, c'est le H+ qui va partir au complet. De sorte qu'on se retrouve avec la même quantité de C5H5N que de C5H5NH+. Donc, à la fin de mon tableau, je suis rendu en solution tampon, étant donné que j'ai la même quantité d'acide et de base. Ben, j'ai les deux, dans le fond. Et comme c'est la même quantité, ben, c'est là que mon tampon est le plus efficace. Donc, on se rappelle, dans l'efficacité d'un tampon, là, plus le pKa était proche du pH souhaité, donc plus on est en situation tampon efficace. Donc, dans ce cas-ci, le rapport est de 1. Donc, c'est là qu'on est le plus efficace. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste dans notre solution? Il nous reste l'acide faible, la base faible, avec la même concentration dans les deux. Donc, on peut résoudre de trois façons. L'acide dans l'eau, la base dans l'eau, ou on se rend compte que c'est une solution tampon et on prend l'équation de Henderson-Hasselbalch. Donc, si on met l'acide dans l'eau, donc l'acide réagit avec de l'eau, il perd un H+, il donne à H2O. Comme ça ici, on fait notre tableau IRE. On utilise le Ka sur l'arrière, là, étant donné que je suis parti avec l'acide, ça me prend mon Ka. Donc 5,6 fois 10 à la moins 6. On isole notre X. Donc notre X vaut 5,6 fois 10 à la moins 6. Donc comme les concentrations sont pareilles, ben, notre X vaut la même valeur que la constante. Notre X correspond au H3O+, et pas vis-à-vis, là, mais au H3O+. Donc on peut trouver directement notre pH, qui nous donne un pH de 5,25, ce qui correspond, c'est super important, au pKa. Donc, on se rappelle, au point de demi-neutralisation d'un titrage base faible par acide fort, le pH est égal à pKa. On aurait pu le résoudre d'une deuxième façon, donc en mettant la base dans l'eau. Donc, le principe est le même. On part avec la base, on met dans l'eau. Comme c'est une base, ça va capter un H+, donc on va libérer l'ion OH- et l'acide faible conjugué. On fait notre tableau IRE. Comme on est parti avec la base dans cette résolution, ben, on va utiliser le Kb du C5H5N. On isole notre X, qui vaut dans ce cas-ci la même valeur que le Kb, étant donné que les deux concentrations étaient pareilles. Notre X correspond à nos OH-. Donc, on peut trouver notre POH en faisant moins log de OH. Et on peut trouver notre pH en faisant 14 moins POH, ce qui nous donne encore une fois un pH de 5,25. Donc, on voit, ça donne la même réponse, peu importe la méthode de résolution. Donc, on voit encore que le pH est égal à pKa. On aurait pu utiliser l'équation de Henderson-Hasselbalch en se rendant compte que c'était une solution tampon. Donc, pH est égal à pKa plus log de base sur acide. On plug les chiffres. Excusez. Donc, comme les concentrations de base et d'acide sont les mêmes, ça va donner log de 1. Puis log de 1, ça donne 0. De sorte que notre pH est égal à 5,25. Donc, notre pH est égal au pKa. Donc, vous voyez là, méthode 1, méthode 2, méthode 3. Donc, soit l'acide dans l'eau, base dans l'eau ou Henderson-Hasselbalch, ça donne exactement la même réponse. On va transposer ça dans notre graphique. Donc, on voit, ça descend rapidement au début, ça se stabilise. Mais ici, à partir du début, ben, un petit peu après le début, jusqu'à présent, on est encore en solution tampon. On va aller voir ce qui se passe un peu avant le point d'équivalence, donc à 59 ml. J'ai mentionné ici que le pH est égal à pKa. Donc, après 59 ml, qu'est-ce qu'on a? On a 20 ml de base. Oups, c'est pas 48, c'est 59. J'ai mal pitonné mon affaire. J'espère que je ne me suis pas trompé dans mes calculs. Donc, 20 ml et 59 ml de titrant. Donc, ce qu'on a, c'est base faible et acide fort. Comme il y a une substance qui est forte, on la dissocie tout de suite. Et on trouve les nouvelles concentrations. Je vais juste vérifier si je ne me suis pas trompé.
divisé en 79. 0,152. Ah, c'est ça, je me suis trompé. Ici. Donc, vous vérifiez le calcul, là. Il faut que je le change. Je vais le changer tout de suite. Comme ça va être fait. Donc, ici, c'est 0,159. 152, excusez. L'autre, 59 fois 0,2 divisé par 79. J'arrive à 0,149. Vous comprenez l'idée, là? Donc, on fait C1V1 est égal à C2V2. Mon C1, c'est 0,6. Mon V1, c'est 20. Et mon V2, c'est la somme des deux. Là, dans ce cas-ci, c'est pas 48, là, c'est 59 qui devrait aller là. Donc, c'est ça, 0,152. Donc, je vais quand même continuer là. Vous comprenez l'idée. C'est ici. Donc, je vais transposer. Donc, vous comprendrez là, que la suite de ma résolution va être erronée. Je n'ai pas pris ces concentrations-là pour cet exemple-là. Donc, normalement, ce que je devrais mettre, c'est 0,152 et 0,149 qu'on transpose ici. Ça, c'est pas bon. Je vais aller changer. Oups. Je retourne à ma capsule. Comme ça ici. Enfin, donc vous comprenez l'idée. Ne changez pas tous mes chiffres. Là. Vous pourrez le faire par vous-même pour le pH après l'ajout de 59. Ça va vous faire une pratique en même temps. Donc, on fait notre tableau IRF. On met une seule flèche, étant donné qu'il y a au moins un des réactifs qui est fort. Les concentrations qui sont ici ne sont pas bonnes. Là. Donc, le plus petit des deux disparaît. Donc, dans ce cas, c'est le 0,149 qui va disparaître, de sorte qu'on se retrouve avec un excès de C5H5N. Donc, ce ne sera pas 0,035. Là, je vais mettre le vrai chiffre. Donc, ça va être 0,152 moins 0,149. Donc, 0,003. Écrire. Et 0,149 pour l'acide faible. Donc, je m'excuse encore, j'ai fait une petite erreur, je ne m'en suis pas rendu compte avant. Donc, vous comprenez l'idée, là. Donc, on fait réagir la base avec l'acide. Le plus petit des deux va disparaître. Donc, les H+ vont disparaître au complet. On va se retrouver avec un excès de base et une formation d'un acide faible. Donc, encore une fois, les chiffres qui sont là ne sont pas les bons. Là. Vous devez les faire avec les bonnes concentrations. Qu'est-ce qu'on a dans notre solution? On a l'acide faible, la base faible, avec les chiffres ici qui ne sont pas les bons. Donc, ça va faire une petite différence. Qu'est-ce qu'on fait rendu là? Donc, on a un acide faible, une base faible. Donc, on a trois possibilités. Donc, soit faire réagir l'acide dans l'eau, la base dans l'eau, ou on se rend compte que c'est une solution tampon et on utilise l'équation de Anderson-Hasselbalch. Encore une fois, là, tous les chiffres qui sont là sont faux. Donc, vous pouvez les faire avec les vraies valeurs pour ce point-là, ce pH-là. Donc, si on met l'acide dans l'eau, ben, à ce moment-là, l'acide libère un H+, le donne à l'eau. On forme la base et H3O+. On travaille avec des variables, donc moins X plus X plus X, 0,51 moins X, 0,035 plus X. Comme on est parti avec l'acide, on doit utiliser le Ka, ici, de sorte qu'on se retrouve avec le X qui correspond au H3O+, comme c'est ici. Donc, on peut trouver notre pH en faisant moins log de H3O+. Donc, dans ce cas-ci, ça arrive à 4,65, mais la valeur n'est pas bonne. Là. Je vais la recalculer avant de continuer tantôt. Là. Donc, ça devrait être autour de ça. Il ne devrait pas avoir une grosse différence, là, mais ce ne sera pas ça. Donc, vous comprenez l'idée. On peut mettre l'acide dans l'eau. On peut faire la base dans l'eau. Donc, C5H5N va capter EH+, pour devenir OH- et C5H5NH+. On fait notre tableau IRE. On est parti avec la base, donc on doit utiliser le KB. Donc, dans ce cas-ci, le KB vaut 1,8 fois 10 à la moins 9. On isole le X avec les valeurs qui ne sont pas bonnes, ça donne 4,47 fois 10 à la moins 10. Dans ce cas-ci, le X donne la valeur des OH-. Donc, on peut trouver notre POH, ce qui nous donne un POH de 9,35 et un pH de 4,65.
Donc, encore une fois, ce pH-là, il n'est pas bon. Je n'ai pas pris les bonnes valeurs. Je vais le calculer avant de continuer tantôt. Et vous comprenez quand même l'essence de comment ça fonctionne. Dernière étape. Donc, lui, je vais le modifier tout de suite. Donc, on se rend compte que c'est une solution tampon. Donc, on fait pH égale à pKa plus log de base sur acide. Donc là, je vais aller mettre les bonnes concentrations. Donc, je reviens dans mon tableau de tantôt. Donc, c'était 0.035 et 0. Non, c'était pas bon ça. 0.152 moins 0.149. Donc, ça donne 0.003 et 0.149. Donc, je vais aller le mettre ici. Donc, 0.03 et 0.149. Donc, ça, je vais avoir la vraie réponse. Donc, 5.25 plus log 0.03 divisé par 0.149. Donc, ça me donne 3.55 ici. C'est les réponses que j'aurais dû avoir les autres fois, là. Pour vérifier que tout est correct, mais ça devrait être ça. Donc, le pH donne 3.55 que je devrais aller mettre ici. Donc, ce que j'ai, c'est un pH de 3.55, que ce n'est pas 4.65. Enfin, si ce n'est pas clair, il faudrait m'écrire, là. Vous comprenez l'idée. Donc, il y a 3 méthodes de résolution. L'acide dans l'eau, la base dans l'eau et la solution tampon. Et il faut le faire avec les bonnes concentrations, là. Donc, pas faire ce que je viens de faire dans cet exemple-là. On va aller maintenant au point d'équivalence. Donc, pH après l'ajout de 60 ml. Donc, dans notre solution, on a quoi? On a 20 ml de base. On a 60 ml d'acide. On identifie nos substances, donc base faible, acide fort. On dissocie les forts. H+, qui est un acide fort, Br- qui est un ion neutre. On fait notre C1V1 est égal à C2V2 avec notre volume total qui est de 80 ml ici. On se rend compte que nos deux concentrations sont pareilles, ce qui est tout à fait logique, c'est même souhaité, étant donné qu'on est au point d'équivalence. Donc, il faut que ces deux concentrations-là soient pareilles. Encore une fois, si dans un examen, vous vous rendez compte que ce n'est pas pareil et vous ne trouvez pas votre erreur, bien, dites-le. Dites, ça devrait être pareil, je ne trouve pas mon erreur. Et imposez que les deux soient pareils. Donc, il faut vraiment, vraiment qu'au point d'équivalence, ça soit pareil. On indique ce qui nous intéresse pour le pH, donc la base faible, l'acide fort avec leurs concentrations respectives. Comme il y a au moins un des deux réactifs qui est fort, on met une seule flèche. Les deux réactifs vont disparaître complètement, de sorte qu'on se retrouve à la fin avec plus de base, plus d'acide fort, uniquement l'acide faible. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Donc, une chose importante, on a détruit le tampon. Pourquoi on a détruit le tampon? Bien parce qu'on a éliminé la base faible de ma solution. On se rappelle que pour détruire un tampon, pour avoir une solution tampon, il faut avoir la base faible et l'acide faible. Donc, aussitôt qu'on enlève un des deux, ben, ce n'est plus un tampon. Donc, au point d'équivalence de ce titrage-là, on détruit le tampon. Ce qui est logique aussi parce que pour trouver le volume au point d'équivalence, on a pris la formule qui permet de détruire le tampon. Donc, le N2C1V1 est égal à N1C2V2. C'est la formule pour détruire le tampon et c'est ce qu'on a utilisé pour trouver notre point d'équivalence. Donc, ce qui nous reste dans notre solution, c'est uniquement l'acide faible. Donc, on a une seule méthode de résolution à ce moment-là. Donc, c'est mettre l'acide dans l'eau. Donc, si on prend la théorie de Bronsted-Lowry, ou on peut juste décomposer l'acide si on prend la théorie d'Arrhenius. Donc, si on prend la théorie de Bronsted-Lowry, on met l'acide dans l'eau. L'acide va libérer un H+, de sorte qu'on va se retrouver avec du C5H5N et du H3O+. On fait notre tableau IRE. Comme on est parti avec l'acide, ben, on utilise le Ka du C5H5NH+. On isole le X et notre X nous donne directement nos H3O+. Donc, on peut trouver notre pH qui vaut dans ce cas-ci 3.04. Donc, ici, on était à 3.55, on descend à 3.04. Donc, ce qu'on observe là, graphiquement, c'est peut-être pas si évident, là. Donc, ça descend rapidement. Apparition d'une solution tampon. Et au point d'équivalence, on se remet à descendre ici et ça va se stabiliser plus loin. Donc, solution tampon, un petit peu avant le début du titrage,
jusqu'à un petit peu avant le point d'équivalence. Rendu au point d'équivalence, ce n'est plus une solution tampon. Le tampon il est détruit. On va aller voir à 61. Donc, dans notre solution, on a deux choses. La base faible avec l'acide fort. On identifie nos substances. On dissocie les forts. On identifie nos nouvelles substances, donc acide fort, ion neutre. On trouve nos nouvelles concentrations en faisant C1V1 est égal à C2V2. Le volume total, maintenant, est rendu de 81. On garde seulement ce qui affecte notre pH, donc la base faible avec l'acide fort. On voit qu'on a dépassé le point d'équivalence. On est rendu avec un excès de H+. On fait notre tableau IRF. Donc, le plus petit des deux va disparaître. Donc, dans ce cas-ci, c'est la base faible qui disparaît. Et on a un excès de H+. Donc, qu'est-ce qui nous reste dans notre solution? Bien, il nous reste des H+, et il nous reste de l'acide faible conjugué. Évidemment, les deux ne peuvent pas réagir ensemble. Deux acides, ça ne réagit pas. Donc, on pourrait toujours mettre l'acide faible dans l'eau pour continuer. Mais rendu à cette étape-ci, c'est inutile. Là. Vous vous rendrez compte là, que aussitôt que vous avez un excès de H+, vous pouvez déjà directement trouver votre pH. Donc, dans ce cas-ci, vos H+, c'est 0.003. Donc, on fait moins log des H+, pour trouver notre pH. Donc, moins log de 0.003. Et on a un pH de 2,52. Donc, je rappelle, là, aussitôt que vous êtes rendu dépassé le point d'équivalence, plus besoin de faire d'autres tableaux IRF ou IRE. Vous mesurez votre excès de H+, et ça vous donne directement votre pH. On voit, descend rapidement au début. Solution tampon, c'est stable. Ça redescend autour du point d'équivalence, puis ça va se stabiliser après. On va très, très loin après le début du titrage, donc après 100 ml. Donc, on a 20 ml et 100 ml d'analyte et de titrant. On identifie nos substances. On décompose des substances fortes. On identifie nos ions. On trouve une nouvelle concentration en faisant C1V1 est égal à C2V2. Notre volume total maintenant est rendu de 120 ml. Donc, on a 0,1 et 0,167. On conserve uniquement ce qui affecte notre pH, donc base faible, acide fort, avec leurs concentrations respectives. On fait réagir les deux ensemble et on met une seule flèche étant donné qu'il y a un des réactifs qui est fort. On fait notre tableau IRF en faisant disparaître le plus petit des deux. Donc, dans ce cas-ci, c'est la base faible qui disparaît. On se retrouve avec un excès de H+, qui est un acide fort, et il nous reste un acide faible, donc, comme mentionné tantôt. Donc, rendu à cette étape-ci, on pourrait toujours continuer, si vous voulez, faire un autre tableau IRE avec l'acide faible dans l'eau, mais ça donnerait exactement la même chose parce que le H+ est tellement fort que c'est lui qui va être la principale source de protons. Donc, on peut arrêter là aussi qu'on a un excès de H+. On peut trouver notre pH en faisant moins log des H+, donc moins log de 0.067. Donc, 1,17 dans ce cas-ci qu'on va placer dans notre tableau. Donc, aspect général, là, je vais le revoir après. Descente rapide, stabilisation, redescente et stabilisation. Donc, pour trouver votre point d'équivalence, c'est où est-ce que ça descend rapidement ici. Et on se rappelle qu'au point de demi-neutralisation, notre pH est égal à pKa. Et c'est une solution tampon entre un petit peu après le début du titrage jusqu'à avant un petit peu le point d'équivalence. Donc, ce n'est plus une solution tampon au point d'équivalence et pour la suite du titrage. Donc, vous avez ici l'aspect général du titrage base faible par un acide fort. Donc ici, bon, la descente n'est pas si évidente. Là, ben, on voit quand même que ça descend plus rapidement que dans les titrages fort par fort. Donc, fort par fort, c'est vraiment droit. Lorsque vous avez une substance qui est faible, là, vous voyez une descente plus rapide au début. Ça se restabilise, étant donné que c'est une solution tampon ici. Et au point d'équivalence, ça rechute drastiquement. On se rappelle qu'il est super important dans ce titrage-là, au point de demi-neutralisation, vous avez votre pKa qui correspond à votre pH. Au point d'équivalence, on a un pH plus petit que 7. Pourquoi le pH est plus petit que 7? C'est parce qu'il nous reste dans notre solution. Donc, la base faible est complètement disparue. Ce qui vous reste, c'est un excès d'acide faible. Là. Donc, ça explique que le pH soit en bas de 7 au point d'équivalence. Donc, ça terminerait cette capsule
sur le titrage d'une base faible par un acide fort. Là. Je m'excuse pour la confusion qui a eu lieu au point D, je pense, concernant les volumes. Là, je me suis trompé, donc ça vous permet de vérifier. Mais vous comprenez quand même l'essence ou le principe pour faire des calculs de ce genre de titrage-là. Et il nous reste une capsule à voir qui a trait quand même au titrage. C'est les indicateurs colorés. Donc, comment un indicateur coloré permet de trouver adéquatement le point d'équivalence. Donc, c'est ce qu'on va voir dans la prochaine capsule. Donc, bonne chance et n'hésitez pas à m'écrire s'il y a des choses qui ne sont pas claires.